Bonsoir, Georges. Bonsoir, Jean-François. Bonne et heureuse année. Bonne année. Je suis vraiment content de te retrouver, Georges. Aujourd'hui, nous parlons de la Marche pour la vie qui a eu lieu à Washington, D.C. vendredi dernier. Événement que nous avons, toi, Nancy et moi, couvert en direct de là-bas. On a envoyé quelques petits vidéoclips que les gens ont vraiment appréciés. Lors du vendredi dernier. Mais on a quand même préparé un montage pour tous ceux et celles qui n'auraient pas vu vraiment tout ce qui s'est passé là-bas. On le regarde à l'instant, puis après ça, on reparle ensemble. Excellent. Je suis avec Georges Buscemi. Georges, on est en direct de Washington aujourd'hui. C'est la Marche pour la vie. Pourquoi c'est important pour toi d'être venu ici à Washington aujourd'hui? Je voulais être ici pour te montrer, toi et Nancy, comment ça fonctionnait une marche pour la vie. Alors ici, on est à la marche pour la vie, je dirais la plus grosse, la mieux organisée du monde. Il y a de la vigueur, il y a de l'énergie, il y a différents groupes de la société civile, c'est des étudiants, c'est des prêtres, c'est des pasteurs. Tous ces gens-là se rassemblent annuellement à Washington, D.C. pour donner un message clair que l'avortement, c'est la mise à mort d'un être humain innocent et qu'il faut que ça cesse. Avec cette ténacité, cette persévérance au fil des années, cette marche a réussi à renverser Roe v. Wade, donc une décision de la Cour suprême qui a imposé l'avortement aux États-Unis. Là, ils se sont débarrassés de cette loi-là avec cette ténacité, avec cette organisation exemplaire. On va rappeler aux gens que cet été au Québec, en terminant, on va avoir la première marche pour la vie qui va avoir lieu. Je te laisse donner les informations en terminant. Alors oui, une première marche pour la vie à Québec le 1er juin 2024 à midi devant l'Assemblée nationale pour donner un message clair qu'au Québec, l'avortement, c'est pas un, entre guillemets, droit sacré. L'avortement, c'est la mise à mort d'un bébé à naître qui s'attend à sortir pour faire son chemin dans la vie. Il faut le protéger, cet enfant à naître. Là, il faut sensibiliser les gens. Ça sera la première marche pour la vie à Québec le 1er juin 2024. Je vous encourage à être là. Georges le disait, c'est des êtres innocents qui sont tués. On parle d'une trentaine de mille enfants par année au Québec, près de 100 000 à travers le Canada. La Bible va dire dans Proverbe 31 d'être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est une des missions également de Théovox. C'est une des missions dans laquelle Théovox est engagé, d'être une voix pour ceux et celles qui n'ont pas de voix. Et je vous encourage à être là. Marquez-le dans votre agenda. Soyez présents le 1er juin à midi à l'Assemblée nationale. Dites-le à vos amis. Dites-le à tous ceux et celles qui sont dans votre entourage pour faire en sorte que cette marche-là soit une marche significative qui va marquer le Québec. C'est Jean-François Denis et Georges Buscemi qui vous dit à la prochaine. Georges, on vient d'avoir la vidéo, une superbe vidéo qui a été montée suite à la Marche pour la vie dans laquelle toi et moi, Nancy, on avons participé la semaine dernière. Georges, pourquoi avoir été à Washington pour participer à une marche pour la vie, puis quelles étaient les motivations à participer à cette marche? Bien, la Marche pour la vie à Washington, D.C. a débuté il y a 51 ans. Wow! OK, à la suite, justement, de l'arrêt de la Cour suprême aux États-Unis, Roe v. Wade, qui a imposé l'avortement aux 50 États des États-Unis. Et cette marche a commencé à ce moment-là, en 1973. Okay. Et à chaque année, ils ont fait une marche. Et c'était comme le cœur qui battait du mouvement pro-vie aux États-Unis. À chaque année, ils y retournaient pour dire « Ce jugement de la Cour suprême, on n'en veut plus. Et là, il n'y a pas très longtemps, en 2022, finalement, avec l'aide de certains présidents nommés Trump, qui a nommé 3 juges à la Cour suprême, des juges conservateurs, ils ont renversé ce jugement-là de Roe v. Wade. Donc, maintenant, les États, chaque État aux États-Unis peut légiférer comme bon lui semble contre l'avortement pour protéger l'enfant à naître. Alors, cette marche-là, qui est comme vraiment la marche pour la vie la plus populeuse, je dirais, où il y a le plus de gens, à peu près 100 000 personnes cette année, puis jusqu'à 300 000 personnes d'autres années. Maintenant, c'est l'après-COVID, alors il y a un peu moins de personnes, mais comme on a pu voir dans
dans les images. La participation est encore extraordinaire. L'énergie est excellente. Ouais. L'organisation est excellente. Donc, on voulait y aller pour voir comment ça se faisait, une marche, puis pour voir aussi en avoir une à Québec cette année, le 1er juin 2024, devant l'Assemblée nationale. Alors, à notre échelle, à notre, disons, dimension, mais ça sera quand même quelque chose qui va avoir un peu le même but. Ouais. C'est de dire, ici au Québec, on ne veut pas de cette pratique-là qui tue les enfants avant la naissance et que nous voulons défendre la vie. Comment perçois-tu l'impact de cette marche sur la politique américaine? On est dans une année d'élection, pardonne-moi. Mais comment tu perçois, toi, cette marche sur la politique américaine en matière de droit à l'avortement? Mais là, comme j'ai dit, c'est que ça a eu un effet, je dirais, substantiel. C'est-à-dire qu'après 50 ans de cette marche-là, finalement, la Cour suprême a renversé sa décision de 1973. Ouais. Donc, avec la persévérance, cette marche a débuté avec quelques milliers de personnes. Puis là, finalement, 300 000 personnes. Quand j'y étais pour la première fois en 2020, c'était la première fois qu'un président, donc Donald Trump, est allé à la marche. Il a parlé à la marche. Il y avait des tireurs d'élite partout. Il y avait des hélicoptères qui volaient partout. Lui, il est arrivé en hélicoptère. Il a présenté son discours de 15 minutes pour la foule en émoi. Donc, et pas longtemps après, 2 ans après, la Cour suprême a jugé qu'ils avaient fait une erreur en 1973. Donc, cette marche-là a comme galvanisé le mouvement pro-vie, lui a donné son cœur battant, a établi un rythme, je dirais. Alors, c'est pas le mouvement au complet. Il y a beaucoup d'autres aspects au mouvement pro-vie au niveau législatif, des gens qui travaillent dans les différents niveaux des cours. Donc, c'est toutes sortes de personnes qui travaillent, mais ça aide à, je dirais, focaliser le mouvement, à nous donner un événement où tout le monde se rencontre pour faire du réseautage, parce qu'il y a énormément de conférences qui se font autour de ce temps-là. Donc, ça a une influence, je dirais, culturelle très forte et de réseautage et de gens qui se rassemblent une fois par année pour se ressourcer également. Est-ce que selon toi, en 2020, c'est la première fois à l'échelle planétaire qu'un président participait à une marche pour la vie? Parce qu'ici, nos premiers ministres, ils courent les émissions de drag queen, mais aux États-Unis... C'est le contraire. Donc, aux États-Unis, il y a un grand intérêt pour défendre l'enfant à naître dans certains États clés républicains, surtout. Et donc, 2020, avec Trump, c'était la première fois qu'un président en personne se déplaçait pour être là. Avant, il y avait peut-être des messages. George W. Bush, je pense, a fait un message préenregistré pour la marche. Mais n'était pas là en présence. Non, pas là en présentiel. Donc, c'était la première fois. Donc, ce fut un événement majeur. Mais c'était vraiment le point culminant. Maintenant, après ce renversement de la Cour, de la décision Roe v. Wade, donc, après cela, maintenant, ça a changé. Est-ce qu'il y a plus de monde suite... est-ce que, selon toi, le renversement de Roe v. Wade a mobilisé davantage de gens à la cause de la marche pour la vie ou à la cause de la vie plutôt que d'être en faveur de l'avortement? Mais là, ça a transformé le combat, justement, parce que là, il n'est plus à Washington, le combat. Ce n'est plus la Cour suprême où il faut concentrer ses énergies, parce que cette cible a été abattue. Maintenant, c'est rendu dans chacun des États. Il va falloir y avoir 50 marches et s'organiser davantage au niveau des États pour renverser ou changer les lois dans chacun de ces États-là. Sans soustraire la principale qui a lieu à chaque année à Washington, D.C. À Washington, D.C., il y aura quand même une marche pour, disons, rassembler les États-Unis en entier pour qu'ils viennent faire du réseautage et se ressourcer, Penses-tu que cette marche-là à Washington, parce que tu l'as dit d'entrée de jeu, genre, c'est la plus grosse puis la mieux organisée à travers le monde, penses-tu qu'elle a un rayonnement puis un réel impact sur la perception du droit à l'avortement dans d'autres pays? Et certainement, parce qu'à partir du modèle qu'ils ont fourni, bien, il y a eu la marche pour la vie à Ottawa, il y a une marche pour la vie à Rome, il y a des marches pour la vie en Amérique latine, il y en a partout au monde, grâce à celle qu'il y avait à Washington, D.C. C'est quoi les différences majeures? Si on parle, par exemple, on compare la marche pour la vie à Washington, D.C.,
puis celle du Canada. Quelles sont les différences majeures entre Marche pour vie au Canada et celle de Washington? Bien, l'échelle. On parle des États-Unis, un pays de 10 fois plus populeux qu'au Canada. Donc, la marche, plus ou moins, il y a 10 fois plus de monde à la marche à Washington. Puis tu lèves un bon point, parce que je me souviens, on était devant l'ambassade du Canada. On l'a vu aussi dans la vidéo qu'on a montrée précédemment. Écoute, Georges, on a été là pour au moins 30-35 minutes à parler puis à filmer. Puis la densité de la foule a jamais réduit, même au point tel que même quand on a quitté cet endroit-là, on voyait encore pas le bout de la file. C'est ça. Donc, c'est vraiment une échelle autre. Et je dirais que finalement, je pense que les États-Unis aussi, moi, je dis, c'est comme des Canadiens sur des stéroïdes. Alors, c'est le dynamisme, je dirais... on est très discret au Canada, très poli, très effacé, un peu plus. Eux sont en avant, ils sont plus expressifs. Et fiers de défendre la vie. Très, très fiers de défendre la vie. Et je dois le dire, je pense qu'il y a davantage de chrétiens. Ouais. Et pour moi, c'est incontournable que la force pour combattre le mal, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient de la grâce de Dieu. Absolument. C'est important d'avoir une foi. Il y en a qui vont recevoir de la grâce, même s'ils ne sont pas croyants, ils vont avoir une certaine, je dirais, une grâce pour défendre les choses, mais ça aide énormément. Puis on le voit avec la marche. C'est des écoles catholiques, c'est des écoles évangéliques, c'est des universités évangéliques, c'est toutes sortes de groupes de la société civile qui rentrent ensemble puis envoient des gens par autobus à la Marche pour la vie à Washington. Donc, des écoles de toutes sortes, mais à 90 % c'est des écoles chrétiennes, catholiques ou autres. Ouais. Donc, ça fait la différence. Tu sais, une des choses que moi j'ai remarqué qui m'a vraiment... j'étais stupéfait quand j'ai vu ça, c'est que aux États-Unis, j'ai pas vu de ressortissants ou des antifas ou des gens qui sont venus manifester. Si j'en ai vu 5, dont un qui s'est fait arrêter rapidement sous nos yeux, puis on l'a capté à la caméra, c'est beau, là, sur des 150 000 peut-être personnes qui étaient là, peut-être même 200 000, parce que le policier disait c'est difficile de mettre un chiffre, c'est plus de 150 000 personnes, peut-être 200 000. Il y avait du monde à la messe, comme on dit. Mais sérieusement, il n'y a pas d'antifa, il n'y a pas de manifestant qui vient contrecarrer justement cette fougue-là que les manifestants pro-vie manifestent justement durant cette journée-là. Alors qu'au Canada, Georges, tu te souviendras, on a été au Vox couvert cet événement-là, puis à chaque année, on descend des autobus d'antifa, de pro-choix qui viennent faire le trouble faire. Moi j'ai le goût de leur dire, faites-vous une marche si vous voulez pour au choix, puis laissez les gens manifester en paix pour la vie, mais ils viennent avec des autobus, ils viennent mettre des bâtons dans les roues, empêcher les gens de manifester. Et ici, au Québec puis au Canada, on retrouve ça qui est nettement plus présent que ce que j'ai vu aux États-Unis. Disons qu'ils ont une stratégie à Ottawa, c'est que à Ottawa également, le gros bloc de jeunes participants que nous avons à Ottawa, c'est des autobus qui viennent d'écoles. Ouais. Et si on réussit à faire peur aux écoles avec des contre-manifestants qui barrent le chemin, puis s'il y a des comme... Ils sont déguisés en sorcières, qui font des fingers. Donc, s'ils font peur aux profs et aux directeurs d'école, bien là, ils n'en verront plus. Ouais. Et ça baissera l'effectif de la marche. C'est ça la stratégie, c'est de rendre ça trop dangereux, trop risqué. Donc, ils font par exprès pour gâcher les choses. Mais il faut quand même mettre ça en perspective. S'il y a à peu près 10 000 personnes qui vont à la marche à Ottawa, il y a peut-être 200 à 300 contre-manifestants maximum. Tu as raison, mais il n'y a même pas ça aux États-Unis. Aux États-Unis, j'en ai compté 3. Ben oui. C'était vraiment bizarre. C'est qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire contre la marée humaine de 300 000 ou 100 000 personnes. Oui. Si je te demandais, Georges, pourquoi une marche à Québec? C'est parce que c'est quelque chose de clair et de simple que nous pouvons faire, que tout le monde peut faire, qui peut marcher. C'est qu'on se met là, on se présente devant l'Assemblée nationale, c'est important, pour dire, je suis en public, je n'ai pas peur de m'afficher en faveur de la vie des enfants qu'on menace de mort. Parce que l'avortement, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. On me pose la question pourquoi je suis contre. Parce que on tue un enfant.
avant la naissance. Qu'est-ce que je peux dire autre que ça? Et donc, c'est un message simple. On est contre cela. On est contre la mise à mort d'enfants avant la naissance. OK? Et on se tient là tout simplement en famille. C'est un Moment familial. C'est un événement familial, justement pour montrer, voici l'alternative à la mort, c'est la vie. Ouais. On est ici parce qu'on aime la vie. Ouais. On la défend également. On veut que tout le monde puisse jouir De cette vie. de ce cadeau que nous avons, que nous célébrons aujourd'hui. Absolument. Et c'est donc dommage qu'on en tue à peu près 30 000 ou 25 000 au Québec à chaque année. Puis 100 000 au Canada ou à peu Et près. 100 000 au Canada. C'est dommage que nous faisons cela. C'est scandaleux. Et pourtant, la vie est belle. Et voici nos enfants, voici notre fête que nous fêtons aujourd'hui. Pourquoi donc choisir la mort? Pourquoi donc permettre que l'on tue ces enfants-là? À quoi on peut s'attendre le 1er juin? Bien, on espère Un événement que familial, tout le monde évidemment. qui nous écoute ce soir vont encercler cette date du 1er juin. On se Définitivement. rendre à Québec, il va faire très beau, probablement le 1er juin, il va faire soleil. C'est un événement festif, donc on espère avoir 1000, 1500 personnes qui vont être là à écouter des discours de différentes personnes qui défendent la vie. Et ensuite, on va faire un tour du quartier au centre-ville de Québec. Puis on va ensuite peut-être entendre des témoignages de femmes qui regrettent leur avortement, de femmes qui ont gardé leur enfant, puis qu'elles sont contentes d'avoir pris cette décision-là. Alors, les gens vont en ressortir, je crois, avec plus d'énergie, puis plus d'enthousiasme pour défendre la vie 365 jours par année. Absolument. Parce que c'est pas juste une journée qu'il faut défendre la vie, puis s'afficher pour vie, c'est tous les jours, c'est en aidant les femmes enceintes en difficulté, c'est en parlant aux gens aussi. Absolument. Major, certainement, c'est booké à l'agenda. On va être là le 1er juin prochain. On va couvrir l'événement. On travaille en collaboration pour faire de cet événement-là un événement marquant au Québec. Donc, mettez la date à votre agenda. On est 5 mois et un peu plus d'avance. C'est le temps de réserver le 1er juin. On a fait exprès pour le faire ou faire cet événement-là, Georges, pendant qu'il va faire chaud. Là. c'est Le ça. printemps, on arrive l'été, les bourgeons poussent des fleurs, la vie renaît. Hein? C'est le Ouais, printemps. ouais, ouais, Le printemps, c'est ça, la c'est vie le temps. renaît, puis on veut justement défendre la vie. Fait que je vous encourage à être là, tout le monde à la maison, le 1er juin prochain. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous. Merci. Vous savez, et la mission de Théovox, c'est justement cette mission-là qui nous tient tellement à cœur. On a eu des, je pense à Tania qui nous avait téléphoné à un moment donné, qui était en lutte dans son cœur, puis qui disait, je suis enceinte, j'ai un bébé, je veux le garder, mais je suis tiraillée pour l'avorter. Puis on a donné du support autour de cette jeune femme-là. Aujourd'hui, elle a Lily Rose, beau bébé en santé, qui est sa joie de vivre maintenant. Puis vous voyez un bébé de sauvé. Et Tania est la femme la plus heureuse aujourd'hui d'avoir cette belle Lily Rose qui grandit, même sous nos yeux chez Théovox, on la voit, on a l'honneur de la voir régulièrement. Vous savez, la parole de Dieu va dire dans Proverbe 31, les versets 8 et 9, tu dois parler pour ceux qui n'ont pas la parole. Tu dois prendre la défense de ceux qu'on abandonne. Parle, juge avec justice, défends les malheureux et les pauvres. Et vous savez, ce que je trouve le plus tragique dans toute cette histoire-là d'avortement, c'est que l'endroit où un enfant est censé être le plus en sécurité au monde, c'est dans le sein de sa mère. Et le sein de sa mère est devenu un endroit, pour certains d'entre eux, qui est le plus nocif, le plus dangereux, lorsqu'on menace une vie innocente, justement, de mourir. Et 1 Corinthiens 6 va nous dire, le corps n'est pas destiné à l'immoralité. Vous savez, l'avortement, c'est un acte immoral consacré à son propre corps pour pouvoir mettre fin à une vie humaine. Mais au Seigneur, et le Seigneur au corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, vous avez été acheté à un certain prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous savez, l'avortement, est un sujet chargé d'émotions. C'est un débat de société aujourd'hui. Mais si vous avez avorté ou aidé quelqu'un à avorter, sachez ce soir qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Et ça, c'est l'espoir que nous avons en tant qu'être humain. Il n'y a pas un péché. On n'est jamais allé trop loin en tant qu'être humain pour penser que Dieu n'a pas le bras assez long pour venir nous chercher, nous pardonner, nous purifier, nous justifier et nous rétablir là où il veut qu'on soit.